Pierre, merci d'être là d'abord, merci d'avoir accepté de témoigner. Je crois que vous êtes présent hein, sur le salon avec un stand, donc pour ceux qui veulent en savoir plus précisément sur l'enseigne, ils n'auront qu'à aller vous voir. Sur le stand C6. Voilà, C6, c'est par là-bas au fond, non, c'est ça? C'est ça. Racontez-nous un petit peu, mais rapidement, petit-fils, quel est le concept? Et puis après, j'aimerais qu'on parle un peu du marché du service à la personne, dont tout le monde dit qu'il est en plein boom et que c'est un secteur intéressant pour les franchisés. Mais il y a quand même des clés d'entrée. Alors, Petit-Fils, en quelques mots, c'est effectivement un réseau maintenant national de services à la personne et plus particulièrement d'aide à domicile pour les personnes âgées. Les services à la personne, il y a beaucoup de métiers, il y a du soutien scolaire, il y a du ménage. Nous, on est spécialisé aide à domicile pour les personnes âgées et on répond à un besoin qui est qui est la conséquence en fait d'une perte d'autonomie d'une personne âgée. Le gros des demandes, c'est de l'aide à la toilette, de l'aide au lever, au coucher, de l'aide pour les repas, de la garde de nuit. Voilà, dans les grandes lignes. Et donc notre métier, c'est recruter des auxiliaires de vie pour les mettre à disposition de nos clients âgés ou exceptionnellement handicapés. Voilà, la spécificité de Petit-Fils, c'est un positionnement haut de gamme et ce segment très marqué dépendance. C'est une société, juste pour finir une présentation rapide, que j'ai créée avec un associé qui s'appelle Damien il y a 10 ans. Et aujourd'hui, donc on a commencé le développement en franchise il y a 4 ans et demi. Et aujourd'hui, on a 37 franchises. Sur 38 points de vente, c'est ça? Enfin, 38 agences? Voilà, sachant que l'agence historique est une agence parisienne qui est une très grosse agence puisqu'elle couvre Paris et l'essentiel des Hauts-de-Seine. C'est du soin? C'est du médical ou c'est de l'assistance paramédicale, on va dire? Alors c'est non médicalisé, hein, c'est du service à la personne. Donc le travail d'une auxiliaire de vie s'arrête là où commence celui d'un personnel médical, donc d'une aide-soignante ou d'une infirmière notamment. Donc à aucun moment on ne fait de soins. Qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer dans ce secteur très particulier quand même? Je pense qu'il faut avoir un peu de fibre pour se lancer là-dedans. C'est peut-être pas forcément nécessaire, vous nous direz comment vous voyez le profil de vos franchisés, mais expliquez-nous un petit peu la genèse. Il y avait plusieurs facteurs. Il y avait un facteur évidemment potentiel économique. Il y avait un facteur faisabilité. Moi, je sortais d'école de commerce. J'avais 26 ans, donc je suis allé sur un secteur qui me semblait abordable, je dirais en termes de technique. Et puis, il y avait une histoire personnelle et en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez nos franchisés, la quête de sens. Il se trouve que j'avais une grand-mère qui avait eu Alzheimer pas longtemps avant. Une deuxième grand-mère qui était exactement en situation d'avoir besoin de ce type de service, auprès de laquelle j'ai pu observer que la qualité des prestataires sur ce secteur qui lui était proposé n'était pas toujours de très grande qualité justement, et donc on s'est dit il y a de la place pour une offre de service ultra pro positionnée premium. Donc le point de départ c'est ça. Et en fait ça reste des valeurs qui sont extrêmement présentes et dont je constate que c'est souvent celles qui font que les franchisés finissent par venir sur ce métier-là. C'est des gens qui viennent le plus souvent de métiers qui n'ont rien à voir et qui à un moment donné de leur vie professionnelle se disent j'ai besoin de redonner un petit peu de sens à la finalité de mon métier. Si j'ai bien compris, il y a une courbe d'apprentissage assez longue quand même entre la première agence parisienne, donc l'agence intégrée on va dire, et l'arrivée en franchise. C'est l'apprentissage du métier, c'est la volonté vraiment de maîtriser son concept. Comment vous expliquez ça? Je pense que c'est plutôt Damien, mon associé, et moi qui avons une approche de gestion bon père de famille où on est du genre à poser les briques les unes après les autres, à pas aller trop vite, à s'assurer que le modèle est solide avant de le dupliquer. Et pour vous donner un exemple, entre le moment où on a décidé de devenir franchiseur et le moment où on l'est devenu, et où on a lancé l'offre de franchise, il s'est passé 1 an et en fait pendant cette année on s'est fait accompagner par un cabinet de conseil dont le métier est justement d'accompagner des gens comme nous à passer de prestataires de services à franchiseurs, à modéliser une offre de franchise qui fonctionne bien. Voilà, et donc effectivement vous pouvez observer parfois des développements plus rapides avec des concepts qui sont parfois aussi un petit peu moins solides en fait sur le long terme. On parlera un petit peu peut-être des projets de l'enseigne à la fin. Le marché des services à la personne, alors tout le monde en parle comme un secteur en plein florissant et en plein boom. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, vous, depuis votre univers des personnes âgées, mais aussi plus largement? Je pense que vous suivez le marché de manière plus large.
D'abord, les services à la personne, c'est une catégorie un peu plus large que le métier qu'on pratique nous, puisque les services à la personne, c'est une liste de 21 métiers définis dans la loi, sur lequel on va retrouver essentiellement 5 grandes catégories: le soutien scolaire, le ménage, la garde d'enfants, l'aide aux personnes âgées, et puis le reste. Le reste, c'est des choses qui en volume sont plus faibles: le jardinage, le bricolage, etc. Donc les services à la personne ont en commun une législation, une fiscalité, un droit du travail, enfin un certain nombre de choses. Mais au sein de ce secteur service à la personne, sur lequel effectivement il y a une explosion depuis le plan Borloo, avec un certain nombre de lois qui ont stimulé ces métiers, au sein de service à la personne, il y a quand même des grosses différences entre les métiers, et vous verrez que c'est ce que je peux vous montrer d'ailleurs maintenant en termes de volume. Le maintien à domicile peut avoir une courbe qui est un tout petit peu différente de celle de tous les services à la personne cumulés. Ça, c'est l'évolution du nombre d'heures déclarées. Vous me dites si j'anticipe un peu sur vos questions. C'est ça, c'était ça la question. Ça, c'est dans le secteur des services à la personne, donc tout métier confondu, l'évolution du nombre d'heures déclarées. Le plan Borloo, donc les lois qui ont vraiment façonné les services à la personne, avec pour volonté de les promouvoir et de favoriser leur développement, sont arrivés en 2005. Et vous voyez que le nombre d'heures déclarées a augmenté de façon très significative depuis. Et on parle de nombre d'heures déclarées parce que vous savez que dans le ménage, dans le soutien scolaire, dans l'aide à domicile, il y a toute une partie de travail non déclaré. Et en fait, le travail déclaré ne représente que la partie qu'on voit. Mais il y a toute une économie derrière. Et donc le potentiel de croissance des services à la personne, c'est pas exclusivement la croissance des heures déclarées, c'est aussi la partie des heures non déclarées qui va repasser en déclaré. Voilà, c'est pas la croissance du marché en tant que tel, hein, c'est la porosité entre le déclaré et le non déclaré, qui évidemment est assez directement impactée par les mécanismes fiscaux. Ça, c'est l'évolution du nombre de structures. Donc vous voyez qu'à partir de 2005, il y a eu une explosion du nombre de structures, de structures agréées. Donc les structures agréées sont celles qui s'adressent à des publics fragiles au sein des services à la personne. Donc garde d'enfants de moins de 3 ans et personnes de plus de 70 ans. Donc toutes les agences petits-fils sont d'ailleurs agréées. On voit que le nombre de structures a très très fortement augmenté à partir du moment où se sont mis en place tous les dispositifs visant à le promouvoir. Donc un marché, on va dire porteur, même si c'est pas le bon terme, mais en tout cas en croissance en termes d'effectifs potentiellement touchés par l'aide à domicile pour les personnes âgées. Est-ce que votre activité n'est pas étroitement dépendante des aides fiscales et de la réglementation? C'est-à-dire, est-ce que si je suis franchisé chez vous, je risque pas de me prendre un plan d'un homme politique qui passera en 2017 et qui va réduire les aides à domicile, par exemple, ou d'un autre qui peut les augmenter? Est-ce qu'on n'est pas sur cette crainte-là? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le métier qu'on fait, nous, petits-fils, est un métier qui n'est pas un métier d'opportunité, en fait. C'est-à-dire que les gens qui font appel à nos services ne le font pas par choix, ils le font par nécessité. On n'est pas sur une consommation qui peut être liée à une mode. Donc l'incitation fiscale va jouer, en ce qui nous concerne, nous chez Petit-Fils, à la marge à faire passer une activité déclarée en non déclarée et vice-versa, à avoir un petit peu plus de pouvoir d'achat, donc avoir un volume d'heures qui va jouer à la hausse ou à la baisse, c'est-à-dire qu'une auxiliaire de vie, selon que l'incitation fiscale existe ou non, eh bien on va lui demander de rester plutôt 4 heures que 2. Mais fondamentalement, lorsqu'on a un parent dépendant, il faut bien l'aider. Donc effectivement, la disparition de l'incitation financière principale, qui est la déduction d'impôt, pourrait avoir des conséquences sur le chiffre d'affaires d'une agence petit-fils. Maintenant, il faut tempérer ça de 2 façons. La première, c'est que la déduction d'impôt n'est possible que dans la mesure où on a des impôts à payer. Or, ce qui se passe, c'est que chez les personnes âgées, le plus souvent, il y a du patrimoine, mais il y a relativement peu de revenus. Donc en fait, le moment de l'année à partir duquel le plafond de déduction d'impôt est atteint et on recommence à payer plein pot, est atteint relativement tôt dans la clientèle âgée. Lorsque vous avez, je sais pas moi, 3 000 € d'impayés et que vous avez en moyenne des factures qui sont de l'ordre de 1 000 €, et bien à partir du 3e mois, il n'y a plus de déduction d'impôt sur la 4e facture.
Donc ça, c'est pour tempérer un petit peu l'effet négatif d'une réduction de déduction d'impôt. Et puis la dernière chose qu'il faut noter, c'est que jusqu'à aujourd'hui, le solde est positif pour les finances publiques, puisque les impôts ont plutôt intérêt à ce que le service soit déclaré et qu'il génère de la fiscalité, même si cette fiscalité est divisée par deux, plutôt qu'un service totalement non déclaré sur lequel il n'y aura pas de cotisation sociale, pas de TVA et pas d'impôt sur les sociétés in fine. Donc le solde est plutôt en faveur de maintenir le dispositif actuel, et à ma connaissance il n'est pas question de le supprimer, il est plutôt même question de l'augmenter, puisqu'à partir de janvier 2016 il est inscrit dans la loi de finances que les personnes âgées pourront bénéficier d'un crédit d'impôt, c'est-à-dire que si le montant de la déduction d'impôt excède le montant d'impôt à payer, alors l'État rembourse. Comment d'accord, c'est une précision importante. Après, les lois de finances, ça change chaque année. Hein, donc, Oui, non, mais c'est pour dire que la tendance n'est pas à la suppression d'impôts, plutôt à l'aide. déduction d'impôts, mais plutôt à l'aide. Comment il est structuré ce marché de l'aide à domicile pour les personnes dépendantes? Il y a beaucoup de franchises. Comment c'est structuré? Vous vous positionnez comment, vous, dans ce marché? Puis après, on parlera investissement. On en parle déjà un petit peu d'argent, mais voilà. C'est un marché qui n'est pas encore très très bien structuré, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 1991, on n'avait pas le droit de faire de l'aide à domicile sous la forme entreprise. Donc jusqu'à 1991, c'était un petit peu le système D sur ce métier. Et la structure de marché aujourd'hui, c'est grosso modo 50% de gré à gré, donc d'emploi direct, déclaré ou non déclaré. Un gros 30-40% de secteur associatif qui sont les acteurs historiques sur ce marché-là, et donc les entreprises, que ce soit des réseaux nationaux, franchises ou pas, représentent vraiment à tout casser 10% du secteur. Et sur ces 10% du secteur, on a effectivement une très très grosse atomisation, beaucoup d'acteurs indépendants, quelques réseaux de taille supérieure ou égale à celle de Petit-Fils, c'est-à-dire à partir de 30-40 agents jusqu'à beaucoup plus, sur lesquels on va trouver des spécialistes comme nous, des généralistes, multiservices, c'est-à-dire qui vont aussi faire de la garde d'enfants par exemple, avec un développement qui peut se faire le plus souvent en franchise, mais il existe aussi des développements exclusivement en succursale. Voilà. Ce qui est notable aussi, c'est en fait le manque de notoriété spontanée de la part de la quasi-totalité des réseaux. C'est-à-dire que généralement, tant que vous n'avez pas été confronté à ce type de problème dans votre famille, vous êtes incapable de citer un seul prestataire. Et donc ça relativise un tout petit peu l'intensité concurrentielle qui peut exister ou qu'on pourrait imaginer compte tenu de la quantité d'acteurs. La réalité, c'est que le plus souvent, les gens n'en connaissent aucun. Qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer dans la franchise, à vous développer en franchise? Vous aviez un réseau, vous aviez une agence intégrée qui fonctionnait bien. Et à terme, comment vous voyez votre potentiel en France? Et en fait, derrière cette question, c'est chaque agence doit gérer une ville, une région, quelle zone, combien de personnes elle doit traiter. Je ne sais pas comment vous dites, mais voilà, elle doit suivre dans sa zone. Alors, ce qui nous a incité à nous développer sous forme de franchise, c'est qu'on est dans un secteur, dans un métier dans lequel une bonne connaissance de l'environnement local, médico-social notamment, est un atout absolument majeur. On travaille beaucoup avec les professionnels de santé, tout ce qu'on appelle nous le secteur médico-social. On travaille énormément à la recommandation. Et il nous a semblé assez tôt que dans pas mal de villes de France, quelqu'un qui est du cru a plus de chances de réussir que deux Parisiens qui arrivent avec leurs gros sabots. Par ailleurs, il nous semble également qu'un franchisé qui a un intérêt financier direct dans l'aventure aura un niveau d'investissement supérieur à celui d'un salarié, aussi bien intentionné soit-il, de façon assez naturelle en fait. C'est votre boîte, forcément vous allez mettre plus d'investissement personnel que si c'est pas votre boîte, c'est naturel. Et ça nous a semblé être deux grandes motivations pour fonctionner en franchise en dehors de Paris. Alors ensuite, comment on voit les choses à plus long terme? Nous, notre objectif, c'est d'avoir un réseau d'une centaine de franchises d'ici 5 ans, donc à être un rythme de progression d'environ 15 nouvelles, un peu plus, chaque année. C'est un rythme qu'on n'était pas capable de tenir il y a encore 3 ans, mais depuis on s'est staffé, donc on sait faire.
Notre objectif, c'est... alors quand je dis sans franchise, d'abord ce ne sera pas forcément sans franchisé, parce qu'évidemment on va promouvoir la multifranchise. Alors je dis évidemment parce que pour nous, d'abord il est plus simple d'avoir 80 ou 70 interlocuteurs que 100. Mais en plus, lorsqu'on va se retrouver confronté à un choix sur une zone donnée entre un franchisé qu'on connaît déjà, qui a déjà fait ses preuves, et quelqu'un de nouveau, évidemment, on va privilégier le franchisé. Le plus probable, c'est que on a nos premiers franchisés qui commencent à vouloir se positionner sur une deuxième franchise. Le plus probable, c'est que sur 100 agences franchisées, on soit plutôt avec 80 ou 70 franchisés à la fin. Et ils visent quoi? Une grosse agglomération, une moyenne agglomération? C'est quoi la zone élective en fait? On va dire que la zone de chalandise idéale, c'est une zone d'environ 150 000 habitants dans un rayon maximum de 20 km. Voilà, on a besoin d'une certaine densité géographique dans notre métier pour ne pas avoir des déplacements trop importants d'une auxiliaire de vie qui va aller d'un client à l'autre. Alors, on parle d'investissement modéré pour ce secteur. Expliquez-nous en quoi finalement ce secteur est moins capitalistique, on va dire, que d'autres secteurs de la franchise. Et sur quoi il faut se baser si on veut se lancer dans votre réseau, par exemple? Pourquoi pas? Il y a peut-être des candidats dans la salle. Alors c'est un secteur qui est moins capitalistique en fait. D'abord il ne l'est pas forcément, mais il se trouve que notre modèle à nous, qui est un modèle partagé par pas mal de concurrents d'ailleurs, est un modèle qui n'est pas un modèle de boutique au sens pignon sur rue. Donc tout de suite vous économisez en frais fixes un très très gros poste. Puisqu'il n'y a pas de droit au bail, le loyer est généralement moins cher, il n'y a pas d'aménagement, on est sur des bureaux, le plus souvent dans des centres d'affaires, ça peut être un bureau classique en fait. Ensuite c'est une activité de service. Notre charge principale c'est des charges de ressources humaines, mais l'une des spécificités de Petit-Fils là-dessus c'est que, pour des raisons qui seraient un petit peu longues à expliquer ici, mais que je vous invite à venir explorer évidemment sur notre stand, notre modèle économique fait que nos charges de personnel sont essentiellement des charges variables. Donc on a un besoin en fonds de roulement qui est relativement faible, un investissement qui est relativement faible. Ça nous amène à un investissement global la première année qui est de l'ordre de 65 000 euros. Voilà, avec 65 000 euros, vous pouvez lancer une agence Petit-Fils, sachant que vous pouvez en faire financer 2 tiers par emprunt. Ça veut dire qu'il vous faut un apport d'environ 22 000 euros pour pouvoir lancer une agence chez nous. Et je dis chez nous, mais c'est un plan de financement qu'on retrouve chez la plupart des concurrents, hein. Il n'y a pas là-dessus de très très grosses différences. Sauf si vous imposent des boutiques où là évidemment ça va coûter plus cher. Ça c'est un modèle dans lequel vous commencez tout seul, le franchisé commence tout seul, et lorsqu'il commence à dégager du bénéfice, ce qui arrive généralement aux alentours de 8 mois, peut commencer à envisager une première embauche, et puis de se rémunérer généralement à partir du début de la première année. Voilà, ça c'est le plan classique. Après, on a des franchisés qui décident de partir dès le départ avec un collaborateur. Évidemment, ça fait un plan de financement un peu plus coûteux, puisqu'il faut financer aussi ce salaire le temps que les revenus de votre activité vous permettent de le faire. Donc quand vous partez avec un franchisé, avec un salarié, généralement on est sur un plan de financement qui est plutôt autour de 110 000 euros. Et on peut espérer quoi en termes de revenus sur... Vous avez peut-être parlé, mais comme j'étais en train de m'occuper du micro. Non, je ne l'ai pas dit. Alors en termes de revenus, la difficulté pour moi de vous répondre à ça, c'est que le revenu, ça n'est jamais qu'une affectation du résultat. Et certains privilégient le revenu immédiat, d'autres privilégient le réinvestissement. En revanche, je peux vous parler en chiffre d'affaires. En moyenne de chiffre d'affaires, une agence Petit-Fils en première année fait 150 000 euros. En deuxième année, 400 000. En troisième année, 700 000. Et en quatrième année, pour le moment, on est à 1 million. Voilà. Ensuite, les perspectives de rémunération, ce sont des choses qui s'apprécient en fait concrètement sur un business plan, sur lequel évidemment on vous fournit des matrices et tous les ratios d'exploitation dont vous avez besoin. Encore une fois là-dessus, tout dépend si vous embauchez plus vite ou plus tard, tout dépend si vous décidez de vous payer tout de suite ou si vous réinvestissez. C'est pour ça que c'est pas que je veux pas répondre, mais c'est vraiment une décision de gestion qui dépend de chacun. Je vais laisser la place aux questions juste après. Une dernière question. Qu'est-ce que vous cherchez comme profil de franchisé? C'est comme... à la création d'entreprise se lance dans 5 minutes, en salle belle ou 3. N'oubliez pas les activités dans l'espace franchise et business. Voilà, donc je ne sais plus quelle question je vais vous poser. Quel profil de franchisé vous cherchez? Quelle qualité vous voulez chez vos franchisés? Est-ce que vous êtes très sélectif? On est très sélectif, oui forcément, on recherche des gens qui vont bien marcher, avec lesquels on va bien s'entendre. En fait c'est nos 2 critères. Souvent les gens pensent que la qualité principale et la difficulté principale dans notre métier c'est de recruter. Et
ça n'est pas le cas, notamment parce que le positionnement de Petit-Fils, qui est un positionnement premium, nous amène à être très bien positionné en RH, c'est-à-dire qu'on paye mieux à l'heure et on donne plus de temps de travail. Donc avec une bonne méthodologie et suffisamment de temps et de ressources, c'est pas une difficulté. La qualité principale derrière, on va dire de façon plus globale, une tête bien faite est quelqu'un qui va être capable d'être un petit peu au four et au moulin, de faire à la fois du recrutement, du développement commercial, de la gestion d'agence. Il faut être polyvalent. Mais le vrai sujet, c'est comme dans toutes les franchises, je pense, c'est comme dans tous les métiers, c'est comme toutes les boîtes du monde, c'est d'être capable de faire du développement commercial. Ça reste une activité commerciale, même s'il a une connotation médico-sociale évidemment assez marquée. Et faut savoir aller chercher des clients, donc il faut savoir mettre son pied dans la porte, faut savoir aller vers les gens, faire son trou, faire parler de soi. Et je dirais que souvent, ce qui va faire la différence entre une agence qui surperforme et une agence qui sous-performe, c'est la puissance commerciale au sens se faire connaître, hein. On ne vend pas des fenêtres, mais au sens d'être capable d'aller rencontrer le monde médico-social dont je vous parlais, d'aller distribuer des tracts dans la rue, aller vers les gens, se faire connaître. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Le développement commercial dans votre métier, c'est d'aller voir les toubibs, les infirmières, tout le réseau médical, mais autre chose aussi, c'est ça ? Ouais, on va dire qu'environ 30% à peu près de notre activité dans le modèle d'une agence Petit-Fils, c'est être référencé par des professionnels de santé ou du secteur médico-social qui vont nous recommander. Merci beaucoup Pierre Gauthier pour cet éclairage très intéressant. Merci. Voilà, merci.